Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est comme c'est le blog qui vous aide à voir les problèmes un peu par l'autre bout de la lorgnette. Et on se retrouve là ce matin pour un nouveau SOS Est comme c'est. Donc je rappelle juste le principe du SOS Est comme c'est. Vous m'envoyez des questions par mail et j'en choisis une, aujourd'hui deux, mais qui portent sur une problématique similaire. Et j'y réponds rapidement, enfin j'essaye de faire court, dans une vidéo de 10, 15, 20, maximum 30 minutes, le mercredi matin, à peu près un mercredi sur deux. Bon, je vois que vous êtes déjà quelques-uns et quelques-unes à regarder, donc n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien et si vous m'entendez bien. Je rappelle aussi que l'intérêt du live, c'est que vous puissiez réagir et poser des questions en direct, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, quelles sont les questions que j'ai retenues? Donc, j'ai reçu beaucoup de questions, donc déjà, je voulais vous remercier pour ça, parce que c'est toujours chouette d'avoir plein de questions. Et dans toutes ces questions, donc à chaque fois, je suis, entre guillemets, désespérée de ne pas pouvoir choisir toutes les questions, parce qu'elles sont toutes remarquablement intéressantes. Je le dis vraiment sincèrement, il y en a plein. À chaque fois, je me dis, ah, je vais prendre ça, je prends ça. Il y avait des questions sur le rapport à l'argent, il y avait des questions sur comment on sait qu'on a une bonne mère, enfin bref. Mais là, j'ai choisi un thème qui est celui de l'endormissement des enfants, puisque j'ai reçu deux questions sur le même thème. Alors, merci Claire de me confirmer que tout fonctionne. Super. Donc, les deux questions que j'ai reçues, elles viennent l'une d'un papa et l'autre d'une maman, et je vous les lis. Donc, la première, c'est celle qui vient d'un papa. Mon fils de 10 ans s'endort très difficilement tous les soirs. Il est très anxieux par nature. Il répète le même cérémonial chaque soir. Tu ne t'endors pas avant moi, tu viens vérifier si je dors. Ça l'empêche de s'endormir car il angoisse d'être le dernier réveillé. Nous avons essayé les exercices de respiration, les musiques de détente, les traitements par les plantes, mais rien n'y fait. Il s'impose déjà des rituels de manière générale dans sa vie de tous les jours. Et au final, l'angoisse de ne pas s'endormir génère davantage d'angoisse. Et forcément, ça me contraint à rester éveillé tard, car je ne trouve pas d'autre solution pour qu'il s'endorme sans réveiller son petit frère qui partage sa chambre. Alors le papa me précise, il est très anxieux par nature, c'est un enfant au potentiel intellectuel. Alors je me permets juste une petite incise ici, le haut potentiel n'explique pas des problématiques d'angoisse. Donc j'ai presque envie de dire là, s'il y a des angoisses, des rituels, etc., ça vaut le coup d'explorer d'autres difficultés autour de la gestion de l'angoisse, peut-être autour de la sphère des troubles autistiques, peut-être juste une difficulté à réguler ses émotions, mais le haut potentiel, je sais que je vais choquer en disant ça, n'est pas associé à ce genre de trouble, n'explique pas ce genre de trouble. Bref, je vais, parce que voilà, c'est une aparté, parce que je veux vraiment parler du sommeil. Et l'autre question, donc c'est celle d'une maman. Je tombe sur ton poste, il est 23h30. Ma fille de 9 ans est enfin au lit. Depuis qu'elle est toute petite, ça a toujours été la galère pour qu'elle s'endorme. Un dernier pipi, un dernier verre d'eau, un dernier câlin, un dernier bisou. Et depuis que son père et moi sommes séparés en garde alternée, c'est pire, surtout avec moi. J'ai la nette impression qu'elle provoque une dispute pour prolonger le coucher, toujours au même moment. Une fois que je lui ai lu une histoire dans mon lit et qu'il s'agit d'aller dans sa chambre, il y a une broutille qui l'a fait monter en puissance sur le thème de toute façon tu ne m'aimes pas, ou bien oui mais de toute façon je ne sais pas m'endormir. Je la laisse dans son coin, elle revient me chercher, on m'envoie un message écrit, on fait un énième câlin, elle finit par aller se coucher. Lorsque ça s'arrête enfin, je n'ai même plus l'énergie ou l'envie de lire un bouquin pour moi. Je n'en peux plus de subir cette tyrannie. Que puis-je faire? Alors, c'est parti. Donc, on va parler de sommeil, d'endormissement. Je vais donner des choses pour les enfants. Donc là, on a vu que c'est des enfants de 9-10 ans. Donc, attention, parce que c'est pas la même chose avec des petits. Et je suis sûre que ce que je vais dire va parler aussi aux adultes qui m'écoutent et qui ont des problèmes d'endormissement parce que les enfants ne sont pas les seuls. Alors zou, c'est parti, on va voir comment on peut répondre à ces deux questions sur le sommeil, les rituels qui durent des plombs. Ce que décrivent ces deux parents, c'est une espèce de combat contre le sommeil. Alors, c'est assez drôle. Alors, j'allais dire c'est une coïncidence, mais comme j'ai régulièrement des rendez-vous sur ce sujet, c'est pas forcément une coïncidence. Mais la plupart des gens qui ont des difficultés d'endormissement me racontent ce combat et je repensais justement à un rendez-vous que j'ai eu cette semaine avec un jeune garçon qui me décrit exactement
ce combat avec son sommeil. C'est-à-dire que il me dit, c'est vraiment comme si je combattais contre mon cerveau, qui lui veut absolument ne pas s'endormir quand moi j'ai décidé de m'endormir. Donc je mets en place tout un tas de trucs pour arriver à battre mon cerveau. Mais sauf que j'ai bien l'impression, me dit-il en conclusion, que mon cerveau est beaucoup plus fort que moi et qu'il s'endort quand lui il a décidé et non pas quand moi je le veux, quelle que soit la manière dont je m'y prends pour m'endormir. Donc j'ai bien aimé sa manière de résumer la situation, parce que je pense que si vous me regardez et que vous avez des difficultés d'endormissement et que vous vous battez pour essayer de vous endormir, vous allez vous reconnaître là-dedans. Mais le problème, c'est que le combat fatigue plus que le manque de sommeil. Je m'explique. Quand j'accompagne des gens autour de ces difficultés de sommeil, une des premières choses, c'est de se dire, de toute façon, vu que visiblement c'est mon cerveau qui décide quand je m'endors, au pire, je vais dormir autant que maintenant, puisque à un moment donné, boum, le cerveau s'éteint. Donc se relâcher un peu la pression avec le fait de mal dormir, moins bien dormir, ça arrive par phase, voilà, pour des raisons que j'ignore, des raisons d'émotions émotionnelles, ça y est, je vais y arriver, je trouve pas mes mots, pour des raisons émotionnelles, parce qu'on traverse une phase peut-être un peu plus compliquée ou au contraire plus excitante, pour des raisons peut-être biologiques, enfin bref, il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer que par moment on dort moins bien. À partir du moment où on rentre dans « il faut absolument que je dorme », ce que je peux comprendre parce que c'est fatigant de mal dormir, ça peut être fatigant, on rentre dans le stress, la peur de mal dormir, et le stress, ça nous empêche de nous endormir. Et là, sur ces enfants, ce qu'on peut constater en tant que parent, c'est qu'on a envie de donner des conseils d'hygiène. Là, pour le coup, de qu'est-ce qu'il faut faire pour bien s'endormir, il faut éviter les écrans, il ne faut pas trop s'agiter, il faut essayer de se détendre et tout. Mais paradoxalement, ces conseils entretiennent l'idée qu'on doit faire quelque chose pour pouvoir s'endormir. Et parfois, pour certains enfants, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas donner ces conseils, mais pour certains enfants, ces conseils d'hygiène de santé vont renforcer le combat. J'en vois même des enfants de 10, 11 ans, 12 ans qui vont chercher sur Internet tous les conseils et qui essayent de faire tout ça. Donc, si votre enfant est dans cette catégorie, ça peut être extrêmement intéressant de lui expliquer la chose suivante. Dormir, c'est relâcher le contrôle. C'est accepter que notre sommeil, que notre cerveau fait sa vie sans qu'on ait le moindre regard là-dessus. Et le problème, c'est que pour relâcher le contrôle, les enfants, je leur dis souvent, en fait, c'est pas toi qui trouves le sommeil, c'est le sommeil qui te trouve. Autrement dit, c'est ton cerveau qui décide de s'endormir. Et donc, c'est comme s'il fallait ouvrir des portes pour laisser rentrer le sommeil. Mais quand les portes sont ouvertes, il y a des tas de pensées qui sortent, qui peuvent être plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Donc avoir des pensées désagréables ou stressantes, ça peut faire partie du processus. Alors pourquoi je dis ça? Parce que du coup peut-être il y aura des moments pour se consacrer à ces pensées et qu'il faudra peut-être proposer à l'enfant que pour pas que les pensées trop désagréables viennent l'embêter au moment de dormir, peut-être qu'il faudrait leur donner rendez-vous à un autre moment. Et à ce moment-là, être pleinement à 100% disponible pour ces pensées, ces émotions, ces sensations désagréables. Parce que sinon, elles se mettent un peu dans un coin et elles reviennent quand elles ont l'impression qu'on est disponible, c'est-à-dire au moment où on essaye de se détendre. Donc ça, j'y reviendrai pour la question de, on va l'appeler Caroline pour sa fille, parce qu'il y a le contexte de la séparation qui peut-être peut générer des émotions sur lesquelles il faudra revenir. Mais je reviens sur cette notion de contrôle. Je fais parfois faire aux enfants que je reçois une expérience assez rigolote, puisqu'ils sont dans le combat pour dire à leur cerveau « il faut absolument que tu dormes ». Je leur propose parfois de transformer ce combat
et de faire un peu du judo ou de l'aïkido avec leur cerveau. Et je leur dis, on pourrait faire le jeu inverse, c'est-à-dire le combat, plutôt que de dire à ton cerveau, je dois dormir, je dois dormir, je dois dormir, tu vas lui proposer au contraire de dire, ben, je vais résister au sommeil. Alors, évidemment, tu n'as pas le droit d'utiliser des écrans ou des livres ou des trucs comme ça pour résister au sommeil. Tu dois au contraire rester allongé et dans le noir et te dire je vais rester réveillé, je vais rester réveillé, je vais rester réveillé pour voir si tu arrives à reprendre le contrôle sur ton cerveau. Si tu arrives à rester réveillé, alors c'est possible que ça serait possible que tu puisses t'obliger à dormir. Et donc ça c'est hyper intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? L'enfant fait l'expérience qu'il n'a pas le contrôle et que c'est son cerveau qui décide et donc il cesse un peu le combat. Bon, donc ça c'est un point intéressant. Ça suppose de déminer avec l'enfant la question du combat et de lui en parler. Je précise que du coup quand il y a ce combat, ça vaut le coup pour nous parents de nous poser la question qu'est-ce que nous on fait pour entretenir ce combat? Là, les deux parents, dans les deux questions, ils me disent « je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ». Et donc de se dire, bah, finalement, ce combat contre le sommeil, je peux bien sûr soutenir mon enfant, l'aider par rapport à ça, mais attention, qu'est-ce que je fais moi qui peut-être entretient cette idée qu'il faut absolument combattre, qu'il faut absolument dormir, et qu'est-ce que je peux faire de différent pour un peu dédramatiser le sujet? Je vais y revenir aussi sur la question des rituels, parce que les rituels, c'est quelque chose d'un peu particulier, qui est basé sur une espèce de pensée magique, mais j'en reparlerai après. Donc là, en tant que parent, moi, je vous inviterai à vous dire, tiens, mon enfant, il est beaucoup dans le combat face au sommeil, qu'est-ce que je fais moi qui entretient ça? Et puis, on va voir des pistes peut-être pour faire différemment. Alors, j'ai parlé de donner rendez-vous aux pensées ou aux émotions désagréables à d'autres moments qu'au moment de l'endormissement. Donc ça, je l'ai expliqué. Je vais parler un peu de la question de la maman, là, dans le contexte de la séparation et de la garde alternée. On a vu que sa fille, elle lui dit « Oui, mais de toute façon, tu m'aimes pas. Et de toute façon, je ne sais pas m'endormir. » Donc le « de toute façon, je ne sais pas m'endormir seul », ça, on peut le déminer en disant ben, « Ok, mais ça peut s'apprendre. Est-ce que tu décides d'apprendre ou pas ?» Et le « de toute façon, tu ne m'aimes pas », je vais utiliser des termes techniques, en systémie, on appelle ça une confusion entre l'ordre et l'indice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'ordre, c'est quoi? J'ai toujours un doute sur les deux. Je connais l'idée, mais j'ai toujours un doute sur les deux. L'ordre, c'est le contenu du message, si je ne me trompe pas. Je suis en train de vérifier parce que je l'avais quand même... non, c'est l'inverse, pardon. L'indice, c'est le contenu du message. C'est... comment une maman peut aider son enfant à dormir, comment on peut aider un enfant à dormir. Et l'indice, c'est ce que ça dit sur la relation. Et parfois, ici, l'enfant utilise la confusion entre les deux pour rejeter les propositions d'aide de sa maman. Parce que là, évidemment, on est coincé. C'est-à-dire que si on n'aide pas l'enfant à dormir comme il le souhaite, ce serait comme la preuve qu'on ne l'aime pas. Or, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai envie de proposer déjà à cette maman, quand sa fille lui dit ça, de lui dire, bah, écoute, en fait, là, on n'est pas du tout en train de parler de savoir si je t'aime ou si je t'aime pas. On est en train de chercher quelle est la meilleure manière pour toi de t'endormir. Donc, ne confondons pas les deux. Donc ça permet de ramener le sujet, le combat, au bon endroit et de ne pas faire une confusion qui, du coup, devient impossible à régler. Parce que on peut imaginer que pour aider un enfant à s'endormir, on peut lui dire bah, « je ne vais pas t'aider, puis tu te débrouilles tout seul ». Mais si ne pas l'aider, ça veut dire « je ne l'aime pas », alors ça, on ne peut plus le faire. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, moi, je proposerais à cette maman, par exemple, de dire à sa fille « mais là, on ne parle pas en fait de savoir si je t'aime ou si je t'aime pas, on parle de savoir comment s'endormir. Mais si tu es triste, si tu es en colère, si tu te poses des questions, si quelque chose ne va pas, on peut en parler, mais ça n'a rien à voir avec le fait de dormir ou de ne pas dormir. Et si tu as besoin de me parler de ça, mais je t'écoute et allons-y. Alors, on peut le faire là, sur le moment, la première fois, mais aussi proposer de le faire à des moments différents du coucher pour bien dissocier les deux problèmes.
dans ce contexte de garde alternée, ça se peut que ces émotions-là se manifestent et que l'enfant cherche une manière de les aborder et ne sache pas très bien comment aborder ce sujet. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Il y a une astuce que j'avais vue dans une émission sur le sommeil il y a déjà plusieurs années, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui peut aussi fonctionner avec des enfants petits à condition qu'ils ne soient pas dans l'angoisse. Donc j'ai l'impression que c'est plus le sujet pour la deuxième question, c'est-à-dire la jeune fille de 10 ans ou de 9 ans, je ne sais plus. Et par contre, le garçon est plus dans l'angoisse dans les deux questions que je vous ai proposées. Donc quand un enfant n'est pas dans l'angoisse mais qu'il y a une espèce d'habitude à je demande encore une fois un câlin, un pipi, un verre d'eau, un truc, on peut proposer un système de joker, de cartes magiques, d'étoiles. On en fixe un nombre, par exemple 3, et l'enfant doit choisir, en fait il doit arbitrer dans ses priorités. C'est intéressant parce que même s'il y a un petit peu d'angoisse, d'incertitude, d'inconfort, ça oblige l'enfant à se questionner sur de quoi il a réellement besoin et pas juste automatiquement aller chercher une réassurance à l'extérieur. Donc là, je vous inviterai aussi à lire les articles sur l'angoisse que j'ai publiés récemment sur le blog parce que ça peut être extrêmement complémentaire à ce que je dis là. Et c'est assez chouette parce que du coup, l'enfant, en général, utilise bien ça. Et il a bien compris qu'au bout du 3e, il a épuisé tous ses jokers et c'est fini. Donc là, avec un enfant de 9-10 ans, ça peut aussi être extrêmement efficace. Ça pourrait être aussi, ok, peut-être qu'elle provoque une colère, voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça s'embringue, on va dire ça comme ça. Donc on peut aussi déminer ça en disant, mais je sais qu'au bout d'un moment, tu vas faire une colère, tu vas t'énerver si je ne viens pas t'aider. Je verrai que tu es vraiment furieuse contre moi, mais par contre, ça ne changera pas la manière dont je vais réagir au sujet. Je pense que c'est à toi d'apprendre à t'endormir maintenant. Ça peut être une proposition. Bon, et je vais passer maintenant sur l'histoire du contrôle. Le contrôle, les rituels, c'est une manière de repousser l'angoisse. Avec une espèce de pensée magique que je vois très fréquemment dans les gens qui sont dans des attitudes très ritualisées, enfants comme adultes, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir annihiler complètement l'angoisse, la peur, l'inquiétude et qu'elle va revenir au niveau 0. Et ça, c'est une pensée magique, c'est-à-dire qu'on ne ramène jamais l'angoisse au niveau 0. Et la difficulté que je crois percevoir chez les gens qui font ces types de rituels, c'est qu'ils reproduisent le rituel en s'imaginant que s'ils ne sont pas revenus à un niveau 0, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment bien fait le rituel ou qu'ils n'ont pas fait le bon rituel. Donc ils vont chercher tout le temps à perfectionner le rituel, plutôt que de se dire peut-être que j'ai atteint un palier et que je ne peux pas faire descendre l'inconfort, l'angoisse, l'anxiété, la peur plus bas. Donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, ils sont vraiment dans le perfectionnement du rituel. J'avais envie de vous raconter une histoire que je raconte parfois justement aux enfants qui sont dans ces attitudes-là. C'est l'histoire, alors on peut l'adapter selon à qui on parle, c'est l'histoire d'un petit garçon ou d'une petite fille qui déteste danser sous la pluie. Mais vraiment, c'est froid et après il y a de la boue et je me sens pas bien et vraiment c'est extrêmement désagréable. Et donc cet enfant a trouvé une solution qui est celle de faire la danse du soleil. C'est-à-dire qu'on lui a expliqué que s'il faisait une danse du soleil, les nuages allaient disparaître et il pourrait alors aller jouer dehors et que la pluie aurait disparu. Et donc, il fait la danse du soleil une fois, mais les nuages sont toujours là. Alors il refait la danse du soleil une deuxième fois, mais les nuages sont toujours là. Et donc, il est vraiment très embêté parce qu'il se retrouve à faire sa danse du soleil encore et encore, à chercher partout des informations pour savoir qu'est-ce qu'il a raté, est-ce qu'il n'a pas mis la main comme il fallait, est-ce qu'il y a une autre danse du soleil qui existerait, qui serait plus pertinente. Mais il ne trouve pas et il passe beaucoup de temps à faire sa danse du soleil et à chercher des infos sur quelle serait la danse la plus pertinente.
Et donc il est très embêté et un jour il va voir un magicien ou une magicienne, peu importe, un sage du village et donc il lui pose cette question. Il dit voilà, moi je déteste la pluie et je fais la danse du soleil mais je me retrouve à passer beaucoup de temps à faire ça. Et du coup le sage lui dit mais en fait tu as deux possibilités. Soit tu fais encore et encore la danse du soleil et tu cherches à la perfectionner le plus que tu peux. Euh, et peut-être qu'un jour les nuages vont finir par t'obéir et que tu vas trouver la bonne chose. Mais en attendant, bah, tu vas consacrer ta vie à trouver la bonne danse du soleil. Ou bien alors, tu peux peut-être choisir d'aller danser sous la pluie. Sachant que effectivement, ce sera peut-être extrêmement désagréable au début et très pénible. Mais bon, il n'y a que toi qui peux choisir ça. Et donc, ça, c'est une histoire souvent qui parle bien aux enfants. Donc, c'est une histoire que vous pouvez leur raconter ou éventuellement leur faire écouter. Et là, je vais revenir sur, par rapport aux adultes, quand un enfant fait des rituels, pour moi, il y a deux choses très importantes. C'est d'abord de toujours le renvoyer à est-ce que lui, il se sent suffisamment rassuré. Ce n'est pas à nous, adultes, de lui dire là, ça suffit, tu as fait assez ton rituel ou tu l'as fait trop, ou voilà. C'est à lui de décider s'il est suffisamment rassuré. Ensuite, donc le tourner vers l'intérieur et non vers apportez-moi de la réassurance vers l'extérieur, de l'extérieur. Et ensuite, ça peut être intéressant de lui demander est-ce que tu es vraiment suffisamment rassuré, oui ou non. Et c'est à toi de décider si tu as envie ou besoin de refaire ton rituel ou pas. Donc ça, c'est une mécanique qui les oblige à se poser la question de quel est le niveau de réassurance qui serait supportable. Parce que si on a l'illusion qu'on peut arriver à réassurance 100%, bah on ne peut que continuer à faire son rituel. Donc, j'avais envie là-dessus de vous donner un exemple, mais je crois que je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos. C'est l'exemple d'un garçon qui m'avait beaucoup marqué parce que c'était vraiment très flagrant. Donc, il vérifiait 10 fois son sac. Par exemple, là, ce n'était pas un problème d'endormissement, mais il vérifiait 10 fois son sac, où il repassait encore et encore ses leçons. Et à chaque fois, ses parents lui disaient « Mais non, mais c'est bon, tu les sais suffisamment, c'est bon, tu as assez vérifié. » Donc, le changement que j'avais proposé, moi, à ses parents, c'était de lui dire « Mais ok, si tu penses que ton sac n'est pas suffisamment bien prêt, que tu as peur d'avoir oublié, bah peut-être qu'il faut que tu revérifies encore une fois. Ta leçon, ben tu nous l'as déjà récité 3 fois, mais si tu as besoin de la répéter 5 fois, 10 fois, c'est ok, c'est toi qui décides, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu la sais suffisamment ou pas. » Et ça l'avait pas mal aidé. Alors, Déborah, j'ai vu ta question, j'y réponds après. Alors évidemment il faut prendre des précautions et parfois l'enfant peut avoir besoin d'un autre accompagnement parce qu'il y a des émotions un peu débordantes. Ça rejoint peut-être la question de Déborah, des fois on ne trouve pas les bons mots. Oui, alors il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte sur trouver les bons mots. Déjà on n'est pas tous et toutes familiers avec les mécanismes de la peur, de l'angoisse. J'essaye de donner des éléments sur le blog avec les articles, etc. Mais je peux comprendre que du coup, moi, ce qui me facilite la vie, c'est que je passe ma journée à recevoir des gens qui angoissent, qui ont peur, qui stressent, qui ont du mal à s'endormir. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes qui sont assez clairs pour moi. Donc, j'espère vous les retranscrire de manière suffisamment aidante pour vous. Mais il se peut que du coup il y ait besoin d'une aide extérieure, alors la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, mais peu importe, qu'il y ait besoin d'une aide extérieure aussi, soit pour aider l'enfant à mieux comprendre ses propres mécanismes, soit pour aider les parents justement à mieux identifier ces mécanismes et à voir ce qu'ils peuvent faire de différent dans cette situation particulière. C'est-à-dire on ne demande pas aux parents d'être des spécialistes de la psychologie ou de la psychothérapie et de connaître tout ça par cœur. Donc voilà, parfois une aide ponctuelle peut être tout à fait intéressante et efficace sur ce genre de choses. Surtout qu'il peut y avoir des choses sous-jacentes qu'on n'avait pas perçues, des angoisses importantes ou d'autres problématiques qu'il est intéressant de pouvoir déminer. Il y a autre chose qui joue, c'est aussi l'enjeu affectif. C'est-à-dire que
Alors, je suis peut-être un très mauvais exemple. C'est-à-dire qu'en tant que parent, c'est beaucoup plus facile en tant que professionnel de dire à un enfant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenter de ne pas t'endormir, c'est-à-dire tu vas dire à ton cerveau, je vais rester réveillé. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de lui dire ça et de prendre le risque qu'il ne dorme pas qu'un parent qui, du coup, derrière, s'inquiète des conséquences, peut-être sur les résultats scolaires ou sur la santé ou des choses comme ça, parce que l'enjeu affectif quand on est parent, il est plus important. Donc c'est aussi ça qui complique parfois la donne. Donc là aussi, pour moi, ça milite dans l'idée qu'on peut avoir besoin parfois d'une aide ponctuelle pour surmonter le truc. Donc Déborah, j'espère que ça répond à ta question sur comment on fait pour trouver les bons mots. Enfin, des fois on ne trouve pas les bons mots. Je précise aussi, en tant que parent, on a droit tout le temps à l'erreur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne trouve pas les bons mots, paf, du premier coup, une fois, qu'on n'a pas le droit de réitérer, d'essayer de changer des trucs pour voir ce qui sera plus efficace. Moi aussi, je galère, je patine avec mes enfants, j'essaye un truc, je réessaye un autre truc, puis je finis par trouver un truc qui marche. Ok. Bon, mais je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que ça a répondu aux 2 personnes qui m'avaient envoyé la question. Si vous avez des questions et des commentaires et des réactions, n'hésitez pas à me les faire dans le chat. En attendant, je me permets de préciser 2-3 petites choses. D'abord, vous trouverez plein de ressources complémentaires sur le blog.escomc.fr. Je vous remettrai aussi en lien un article sur le sommeil que j'avais écrit il y a quelques temps, qui peut être très complémentaire à ce que j'ai dit, et notamment pour les adultes. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous est utile, si vous avez juste envie de m'aider et de faire connaître mon travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à la partager sur les réseaux sociaux, à liker et à commenter, parce que ça fait toujours, ça contribue à faire connaître mon travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee, c'est une plateforme de pourboire participatif, ou donner un avis sur la page Facebook, sur Google Maps, etc. Donc ça me fait toujours plaisir. Merci Simone qui me dit c'est très instructif, je dois partir, je regarderai la suite en replay. Oui, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions, donc peut-être qu'il n'y aura pas de suite à regarder Simone, mais merci du commentaire. Bon, Déborah me dit je vais partager à fond, super, je suis super contente. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et pour avoir toutes les infos sur les prochaines interventions, conférences, ateliers, parce que ça va commencer à repartir. Je vais faire une conférence sur les écrans normalement. On croise les doigts pour que les conditions sanitaires nous le permettent au mois de juin avec mon fils en Savoie. Donc, tenez-vous informés du truc parce que je pense que ça va être super sympa. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions aussi en replay. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt.